Voilà, donc, bonjour à tous. Donc, avant de commencer mon intervention, tout d'abord, je suis très heureux d'être avec vous, chers professeurs, chers étudiants, étudiants master, étudiants ingénierie, étudiants en doctorat. Et aussi, je tiens à remercier chaleureusement M. Amor de son invitation. Et donc, je vais continuer toujours dans cette logique des domaines porteur de la création et de l'innovation. Et je peux commencer par une simple question. Alors, si tout le monde utilise ChatGPT, si vous demandez à ChatGPT quels sont les domaines prometteurs au niveau de l'innovation et de la recherche, alors rapidement, on peut recevoir des questions rapides. Il y en a des ChatGPT. Oui, donc après le domaine de l'intelligence artificielle vient immédiatement le domaine de green energy, hydrogène vert. Et par suite, donc, nous sommes toujours dans cette logique, on continue dans la même logique. Donc c'est un domaine qui est très prometteur, c'est un domaine porteur d'innovation, c'est un domaine aussi porteur de la recherche. Alors pour mon intervention, donc ça va être une intervention sous forme de questions-réponses. Pour arriver bien sûr à la conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de ce domaine. Et pour les futurs ingénieurs, pour les futurs chercheurs, donc c'est un domaine dans lequel ils peuvent s'investir tranquillement, sûrement. D'accord. Alors le plan de mon intervention, donc tout d'abord je vais parler un peu du contexte national et international qui est très favorable pour la transition énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables. Deuxièmement, je vais parler des enjeux, des indicateurs et des piliers de Green Energy. Aussi, je vais parler de la chaîne de valeur des l'hydrogène vert pour voir et identifier les points et les zones où on peut apporter de l'innovation. Après, bien sûr, je vais parler du rôle de la recherche et de l'innovation dans ce domaine. Et donc, si le temps le permet, donc, je vais partager avec vous un certain nombre de travaux de recherche qui ont été menés au niveau de laboratoire, sachant que je dirige un laboratoire de turbomachinerie et green energy, en particulier l'hydrogène vert. Alors si je commence par le contexte national et international, donc vous savez tous que parmi les constatations au niveau de ce contexte international, il y a le phénomène de réchauffement climatique, avec des degrés de CO2 qui dépassent les seuils normaux. Donc ça cause un certain nombre de phénomènes, en particulier le phénomène d'augmentation de la température de la Terre. Et cette augmentation, donc, il est critique. Il a causé pendant les dernières années un certain nombre de phénomènes. Je ne vais pas m'arrêter sur les phénomènes, mais c'est des phénomènes qui étaient catastrophiques, à savoir, par exemple, l'ouragan Katrina, la fonte des glaces en 2019 qui a dépassé les 100 milliards de tonnes, les feux en Australie qui ont fait ravage pour les animaux, alors aussi donc, la vague de chaleur qui a causé la mort de plusieurs dizaines et centaines de personnes en Europe, et donc le contexte qu'on a soulevé ici, c'est un contexte qui tire des sonnettes d'alarme. Alors, deuxième paramètre et facteur aussi, c'est le côté consommation énergétique. Et comme vous le savez, donc il y a deux facteurs, ou bien deux indicateurs qui vont dans deux sens opposés. Premièrement, il y a la baisse des niveaux de réserve mondiale en combustibles fossiles. Et en même temps, on remarque une croissance de la consommation énergétique et qui peut tripler d'ici 2050. Alors, troisième, ici, donc, il y a des statistiques qui montrent l'évolution de différentes, ou bien du mix énergétique international. Alors, troisième constatation aussi, donc, c'est la stabilité et les problèmes géopolitiques. Vous savez, qu'actuellement, toutes les guerres, si on ne le dit pas, derrière, il y a de l'énergie.
Et donc il y a des problèmes en Iran, en Russie, au Venezuela, etc. Donc c'est ce qui montre qu'on a besoin d'avoir une certaine indépendance énergétique. Alors maintenant, concernant toutes ces constatations, donc, il y a un certain nombre de prévisions et qui ont été lancées principalement par la COP 28 à Dubaï, et dans laquelle il y a un certain nombre de perspectives qu'il faut atteindre. Alors en particulier, c'est en termes de consommation énergétique renouvelable. Et on envisage en 2030 augmenter le pourcentage des énergies renouvelables d'une façon considérable pour passer à 11 000 gigawatts. Alors donc le contexte international, c'est un contexte qui est favorable pour une transition énergétique et passer de tout ce qui est énergie fossile à l'énergie propre. Alors aussi, donc, il y a un certain nombre d'indicateurs. Alors je vais citer seulement quelques-uns. Alors selon le Fonds mondial pour la nature, donc, il y a 15 indicateurs qui montrent que la transition est en marche. Alors premièrement, il y a la première constatation, c'est 90% de la capacité énergétique construite dans le monde, elle est maintenant d'origine renouvelable. Donc c'est des investissements qui sont très importants et qui sont tous dans le même sens du green energy. Alors aussi, donc vous savez que les panneaux solaires maintenant atteignent des records en baisse de prix qui n'ont jamais été constatés. Et vous savez qu'actuellement au Maroc, je ne sais pas si vous avez l'idée, il y a une dizaine de stations en cours d'installation. On citait quelques-uns, donc actuellement pour l'OCP, il est en train d'installer 4 stations de 400 MW. Et il est dans les perspectives d'avoir 3 gigawatts d'ici 2030. C'est des installations réelles. Il y a même ceux qui ont été actuellement attachés au réseau national, à savoir celle de Ouled Fares à Khouryga. Il y en a d'autres qui sont en cours. Alors aussi, donc, les batteries, vous savez, si on prend seulement les batteries lithium-ion, le coût était réellement inaccessible actuellement, donc le coût a baissé aussi de façon considérable. Et donc, tout le contexte qui accompagne l'énergie renouvelable, il est favorable pour cette transition énergétique. Voilà, il y en a d'autres. Alors aussi, donc, si on regarde, vous savez que lorsqu'on parle de l'énergie propre, il y a un certain nombre de problématiques. Et les problématiques principales, c'est que des sources d'énergie qui sont intermittentes, et donc on a besoin de moyens de stockage. Alors il y a le stockage dans les batteries, donc c'est pas suffisant, c'est cher, ça demande aussi, c'est pas valable pour le transport et ainsi de suite, donc il faut trouver des alternatives. Alors c'est pourquoi on cherche un vecteur énergétique qui peut changer, ou bien remplacer les fossiles. Et donc vous avez l'hydrogène vert. Et pour l'hydrogène vert, alors, comme vous regardez ici, donc, normalement l'hydrogène est utilisé actuellement dans tous les domaines, en particulier l'industrie, mais c'est le type d'hydrogène qui est green. Et le green, on l'extrait à partir aussi des combustibles fossiles. Et par suite, donc c'est la même problématique, c'est le CO2. Et donc, il faut développer un nouveau type d'hydrogène qui est l'hydrogène vert. Et d'après les pronostics, c'est que cet hydrogène vert, son coût, il est en train de baisser. Et à un certain moment, il va atteindre le même prix de l'hydrogène bleu, ce qui va bien sûr favoriser son utilisation plus que l'hydrogène bleu. Alors aussi, donc, il y a la feuille de route marocaine dans ce domaine, et qui est une feuille de route qui est très très ambitieuse, et dans laquelle l'offre, généralement, passe à travers la mise à disponibilité des investisseurs internationaux de terrain, gratuitement. Et en particulier, donc, il y a 300 000 hectares dans la première phase, et ça vise principalement la ville de Dakhla, Gouline, Tafaya. Pourquoi? Parce qu'il y a un pouvoir énergétique en éolien et en solaire qui est très important, en plus que si on veut utiliser de l'hydrogène, donc il faut avoir des sources d'eau
et on ne peut pas se permettre d'utiliser de l'eau potable. Donc il faut aller chercher l'eau soit par dissémination de l'eau de mer ou bien des eaux saumâtres qu'il faut purifier. Et les coordonnateurs nationaux de ces projets, donc il y a le MASEN, l'OINE, l'OCP et la Commission de l'hydrogène. Alors ce chemin, comme j'ai dit, c'est un chemin qui est bien tracé, et même il y a la première phase qui a été dépassée avec succès, et avec la participation, si je me rappelle bien, de 4 opérateurs internationaux et qui ont commencé à s'installer et à préparer le terrain pour la production de l'hydrogène vert. Bien sûr, donc, dans cette logique, donc, il y a un certain nombre d'investisseurs marocains, européens, des États-Unis. Donc c'est une panoplie de pays à travers tout le monde. Voilà donc ce qu'on envisage dans le futur. Donc 2030, donc c'est avoir 5 gigawatts avec une production à grande échelle d'exploitation de 200 000 tonnes par an d'ammoniac. Et bien sûr, donc ça selon la feuille de route d'OCP. Et bien sûr, l'ammoniac, donc ça nécessite la production de l'hydrogène. Et par suite, on a donc des demandeurs de l'hydrogène qui sont locaux et on ne s'intéresse pas seulement à tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est exportation. D'accord. Vous savez que pour assurer la dépendance énergétique, il faut avoir au moins une consommation locale suffisante. Et donc il y a ce champ d'utiliser l'hydrogène pour la production de l'ammoniac. Voilà, donc cette transition énergétique donc, nécessite un certain nombre de leviers. Et selon l'AIE, donc tout d'abord, il faut remplacer tout ce qui est combustible fossile par les énergies renouvelables. Il faut faire une adaptation des vecteurs énergétiques bas carbone et par suite, donc il peut être remplacé par l'hydrogène vert. Il faut une augmentation de l'efficacité énergétique parce que aussi l'efficacité énergétique peut apporter beaucoup. Donc il y a la possibilité de gagner entre 15 et 30% seulement à travers l'efficacité énergétique. Et finalement, donc, il y a aussi un champ qui s'est ouvert, c'est tout ce qui concerne la décarbonation du secteur industriel et l'hydrogène vert donc, qui peut jouer un rôle primordial dans ce contexte. Alors maintenant, si on a répondu à la première question, c'est que la transition énergétique est en marche et il est en train de s'installer. La deuxième question, est-ce que l'hydrogène vert peut devenir le vecteur énergétique sur ça sans problème? Alors aussi pour répondre à cette question, on peut faire les constatations suivantes. Donc vous savez la classification habituelle de l'hydrogène, donc il y a différentes couleurs et les couleurs à retenir c'est l'hydrogène bleu, gris et vert. Et l'hydrogène vert il est caractérisé par la basse empreinte carbone qui est produite. Et donc c'est ça l'intérêt de son utilisation. Donc si vous faites une comparaison rapide entre l'hydrogène gris qui est utilisé actuellement en industrie et qui produit 10 kg de CO2 par kilogramme, alors l'hydrogène vert c'est l'hydrogène qui est neutre, point de vue empreinte carbone. Donc ça laisse bien sûr, donc ça c'est un premier facteur. Alors deuxièmement, c'est que l'hydrogène, on peut l'extraire d'origine multiple. Il y a un très grand marché demandeur de l'utilisation de l'hydrogène qui va de tout ce qui est traitement thermique jusqu'à tout ce qui est vert, aciétrie, donc l'hydrogène vert. Donc il y a de la demande, il y a le marché. Alors en plus, il a un certain nombre de performances par rapport aux autres combustibles qui sont très très importantes, en particulier le pouvoir énergétique qui est très grand. Alors il faut savoir que 1 kg de l'hydrogène a un pouvoir 3 fois les autres combustibles. En plus, sa flexibilité, son facile intégration au réseau. Vous savez qu'actuellement en Europe, on essaie d'utiliser les mêmes réseaux utilisés pour le gaz naturel pour qu'ils puissent remplacer. Alors avec 2 minutes, je ne peux rien dire. Ok.
Voilà, alors rapidement, donc, alors pour l'hydrogène vert, elle peut servir à beaucoup de choses. Donc vous avez permettre l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, servir de stockage tampon pour accroître la résilience du système, participer à la décarbonation des secteurs de transport, secteur industriel, chauffage et bâtiment. Donc il y a tous les atouts pour qu'il devienne un vecteur porteur énergétique. Alors maintenant l'hydrogène vert, oui, mais quels sont les défis à surmonter? Lorsqu'on connaît les défis à surmonter, on peut connaître là, on peut faire l'innovation. Et donc les défis principaux, c'est le coût actuellement qui est de 6 dollars par kilogramme et on doit baisser au 4, voire 2 dollars par kilogramme. La performance de la chaîne d'hydrogène, vu sa complexité et la multitude des composantes et des systèmes qui interviennent, donc ce qui laisse le rendement généralement et l'efficience est faible. Et aussi, il y a aussi des barrières réglementaires, surtout tout ce qui concerne la norme, la sécurité. Vous savez que l'hydrogène, c'est une particule particulière, et donc on doit l'accompagner avec tout ce qui est sécurité, réglementation, pour pouvoir la transporter en sécurité, pour pouvoir l'utiliser en sécurité. Donc ça, c'est des défis qu'il faut surmonter. Alors, si on parle rapidement de... Voilà, donc, en résumé, donc, si on veut instaurer de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables comme alternative énergétique pour le mix énergétique marocain, donc il y a chacun a sa part à apporter au niveau de ce contexte. Alors, premièrement, il y a le côté les chercheurs et les scientifiques. Alors, les chercheurs et les scientifiques, à travers l'accélération de la recherche, l'innovation et le développement au niveau de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, accompagner la formation des compétences, donc ça c'est des paramètres qui nous concernent. Ça concerne les professeurs, ça concerne les scientifiques, ça concerne les chercheurs. Alors pour les autres, donc, ils savent ce qu'il faut faire donc, pour les entreprises et pour les décideurs ou politiques. Alors si on veut mettre le point sur les deux partie que j'ai soulevée au début, c'est l'accélération de la recherche et de l'innovation et aussi l'accompagnement de la formation des compétences. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors tout d'abord, il faut comprendre un peu la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Vous savez, donc, si on veut produire l'hydrogène vert, tout d'abord on doit avoir les énergies renouvelables comme moyen de production. Et donc il faut installer de plus en plus le solaire, l'éolien, et bien sûr il y a les autres formes d'énergie propre, la biomasse, géothermale, l'énergie qu'on peut provenir à partir des vagues, donc il y a d'autres sources, mais principalement les sources qui sont matures technologiquement, c'est donc le solaire et le wind. Alors ensuite on aura besoin de l'eau. Et comme j'ai dit, donc l'eau, c'est pas n'importe quelle eau, donc c'est de l'eau qu'il faut, c'est pas de l'eau consommable, donc c'est de l'eau qu'il faut produire. Après vient le rôle d'un certain nombre de composantes industrielles dans lesquelles il y a beaucoup de complexité technologique. Alors en particulier ce qu'on appelle les électrolyseurs. Et les électrolyseurs, donc il y a plusieurs types d'électrolyseurs. Il y a les électrolyseurs alcalins, les électrolyseurs calmes, les électrolyseurs solides oxyde fioul. Tous ces électrolyseurs, soit ils sont en phase de développement, soit ils ont réussi, ou bien ils ont arrivé à maturité, mais il y a encore des problèmes techniques qu'il faut résoudre. Et ensuite, donc, il faut faire un stockage. Alors, lorsqu'on veut faire un stockage, aussi, il y a trois manières de faire le stockage. Soit le stockage gazeux, avec des pressions qui dépassent les 700 bars, avec tous les problèmes techniques qui l'engendrent. Alors, en plus, il y a aussi le stockage liquide, avec aussi, c'est des systèmes qui sont énergivores, et donc il faut résoudre aussi des problématiques. Il y a aussi le stockage solide, c'est un stockage qui est sûr, qui ne présente pas beaucoup de dangers, mais la problématique majeure, c'est que c'est de grands éléments, d'accord, et ils ne sont pas valables, par exemple, pour le transport. Et vient la phase utilisation. Et dans la phase utilisation aussi, il y a beaucoup de problématiques, parce que pour réutiliser l'hydrogène, donc il faut le convertir
en énergie électrique, ou bien le rôle de ce qu'on appelle les piles à combustible. Les piles à combustible, il y a beaucoup de types de piles à combustible, en particulier ceux qui travaillent avec la haute température et celles qui travaillent avec la basse température, PMFC, Polymer Exchange Membrane Fuel Cell, ou bien Solid Oxide Fuel Cell. Et donc, si vous regardez, vous jetez un coup d'œil sur ce spectre, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Et donc, c'est un champ qui est très très vaste pour l'innovation. Chaque élément que vous prenez parmi ces éléments, donc on peut le considérer comme un élément d'innovation. Donc, il y a, si vous prenez seulement l'électrolyseur, je vais faire rapidement des petites statistiques, je ne vais pas parler d'autre chose. Voilà, par exemple, entre 2012 et 2023, plus de 80 000 brevets internationaux seulement liés à l'hydrogène. D'accord? Et entre 20 et 30%, c'est des brevets qui sont récents. Alors aussi, par exemple, si on parle du Maroc, alors on peut aller vers tout ce qui est technologie marocaine propre. Et dans ce contexte, il y a peu ceux qui ont déposé des brevets dans ce domaine. Tous les brevets qu'on trouve, ce sont des brevets qui sont développés à l'étranger, et on les utilise au Maroc. Tout ce qui concerne bien sûr la technologie des électrolyseurs, de piles à combustible, etc. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a pas de technologie propre qui a été proposée au niveau du Maroc, et donc c'est des champs qui ouvrent des horizons pour faire de l'innovation là-dedans. Voilà. Et donc si on vous dirait un certain nombre de conclusions, c'est que les énergies renouvelables, c'est un domaine qui est mature, avec centaines de milliers de brevets, et donc pourquoi pas au niveau du Maroc, il y aura une part de ces milliers de brevets annuels. Alors aussi l'hydrogène vert, donc c'est un domaine en explosion, il est en pleine explosion. Ça veut dire que je vais vous montrer un peu les statistiques concernant seulement les articles au niveau de l'hydrogène vert. Vous pouvez voir que c'est une tendance exponentielle. D'accord. Donc on a passé de centaines de brevets ou bien d'articles scientifiques en 2000 à 4000 en 2025. Et si on veut voir donc les principaux axes pour lesquels on peut faire attention au niveau de l'innovation, vous pouvez voir ici, donc l'innovation il est principalement focalisée au niveau de tout ce qui est soit pile à combustible ou bien électrolyseur, et on peut travailler sur tout ce qui est catalyseur, tout ce qui est modélisation, durabilité, performance. Alors au niveau du stockage, on peut travailler sur tout ce qui est compression, liquéfaction, hydrure, sécurité de transport. Au niveau de l'utilisation, tout ce qui est pile à combustible, application industrielle, mobilité, etc. Et donc, il y a beaucoup d'horizons qui sont ouverts pour faire de l'innovation et de la recherche au niveau de ce domaine. Je vais aller vite, puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est une présentation de 45 minutes. Je vais l'arriver rapidement ici. Voilà, donc ça, sur chaque élément, on peut faire l'innovation. C'est-à-dire, si vous prenez chacun de vous, donc il peut aller par exemple sur les réservoirs. Alors au niveau des réservoirs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la recherche et de l'innovation au niveau de tout ce qui est matériaux. Test de matériaux composites, test de matériaux céramiques, test DEP. Si vous allez au niveau de procédés, donc il y a tout ce qui est côté fabrication. L'utilisation de la CNC, la commande numérique, l'utilisation de la pression, des EDP. Et donc, comme j'ai dit, donc, chaque titre, c'est une source pour l'innovation. Alors, au niveau de notre laboratoire, heureusement, on a fait deux brevets au niveau de ce domaine. Alors, le premier brevet, c'est un brevet de changement de la structure des piles à combustible. C'est un brevet qui a été réalisé aux États-Unis, en Californie, avec un collègue qui s'appelle Bijra. Maintenant, il a eu sa thèse et il travaille en Danemark. Et donc, il a développé un nouveau concept pour surtout promouvoir tout ce qui est le déplacement des gaz dans la pile à combustible. Et bien sûr, il a fait des simulations sur les différents logiciels de calcul fluid dynamics. Et il a tiré bien sûr un certain nombre de conclusions. Les conclusions étaient favorables pour les électrolyseurs, non favorables pour les piles à combustible.
Et à partir de ces résultats, donc, il a été embauché dans une compagnie industrielle. C'est la seule qui réalise les membranes dans le monde. Alors, voilà donc le brevet, son numéro. Alors aussi, il y a une deuxième un deuxième brevet, il concerne principalement le côté gestion des écoulements au niveau des échangeurs membrane fuel cell. Et aussi, donc, c'est un brevet qui a été aussi déposé à l'international. Et les essais et aussi donc, le prototype il a été réalisé aux États-Unis. Et donc tous les tests et les essais qui ont été faits ont été aussi très positifs pour une industrialisation du système. Voilà, donc ça c'est quelques... Il y en a d'autres, d'accord, c'est le développement au niveau des matériaux, au niveau des piles à haute température. Et je vais basculer un peu sur le côté formation. Et le côté formation, c'est très important pour le futur des jeunes. Alors même si vous voulez instaurer un domaine, et si vous n'avez pas les gens qui peuvent travailler, donc vous n'allez pas continuer dans le chemin. Et ici, le Maroc a des objectifs clairs dans le domaine de green energy et de green à hydrogène. La formation aussi doit accompagner. Et la formation concerne les ingénieurs, concerne la recherche avec les PhD et concerne aussi les étudiants du master. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a à travers un projet appelé H2 Market, on a visé 3 activités. La première activité, c'est une série de Summer Winter School pour les PhD pour instaurer tout ce qu'il faut formation à propos de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Alors, deuxième activité, c'est un contact avec les industriels pour savoir leurs exigences au niveau de la formation pour les futurs ingénieurs. Et à partir de ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit au niveau du cycle ingénieur pour la première fois au Maroc des modules de l'hydrogène vert. Il y a un module, par exemple, à l'école maintenant, qui s'appelle hydrogène vert, énergie renouvelable et efficacité énergétique. Et aussi, donc, troisième, on a essayé d'amener avec nous, soit en Allemagne, ou bien en Égypte, ou bien au Maroc, les gens pour voir les installations réelles. Et voir que lorsqu'on parle d'hydrogène vert, ou bien on parle des énergies renouvelables, ce n'est pas de la science-fiction, c'est du concret. Alors au Maroc, surtout la partie hydrogène vert, il est en cours de développement. Mais dans d'autres pays, donc c'est des installations réelles qui existent, qui produisent de l'hydrogène et qui utilisent de l'hydrogène. Et donc pour conclusion, ce domaine d'hydrogène vert et des énergies renouvelables, donc c'est un domaine qui est prometteur. Et il ouvre des grands portails pour l'innovation, pour la recherche, pour les futurs étudiants. Je vous invite à essayer de mettre votre empreinte dans ce domaine. Et merci.